Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Sciences Po pour ce séminaire organisé en coopération avec le think tank Diagnosis à Athènes. Let me first tell you what the Diagnosis means. It's what in French you would call a neologism between two words, the word diagnosis, intellect, and the word ananaeosis, renouvellement. Basically, it showcases what we're trying to do in the Greek policy scene. On parle de la crise grecque. C'est une crise qui dure maintenant depuis 7 ans. Ça dure 7 ans et en même temps, on n'a pas le sentiment que la Grèce est en train de sortir de cette crise. On perçoit souvent la Grèce comme, comportement irrationnel, etc. Moi, je trouve que ce sont les États membres qui ont eu un comportement totalement irrationnel. On ne donne pas des milliards à un pays où ça tombe du ciel après l'adhésion. Aujourd'hui, plus que jamais, la Grèce est en première ligne, au point de vue géostratégique. On le voit surtout depuis cet été, après le putsch raté en Turquie. Donc je vais surtout vous parler de la crise turque, des origines de la crise turque, et puis je vais poser certaines questions sur le cas grec sous forme d'intuition. Le redressement économique, politique de la Grèce serait très important, bien entendu, pour la crédibilité de la perspective européenne des Balkans. Greece now finds itself at the crossing point of Europe's probably two major crises. The Eurozone crisis and the refugee and migration crisis. The sovereign state has to be able to access the markets and be financed by private investors and not by its European partners forever. But most importantly, it is all this discussion about Grexit. Not Grexit itself, but the discussion about Grexit has devastating consequences for investment that is absolutely necessary for growth and also for important consumption decisions. Alors, je pourrais presque aller à la conclusion. En quoi est-ce que la Grèce nous aide? Elle nous aide à fixer une fois pour toutes la frontière extérieure de l'Union européenne. Je ne vais pas revenir. Εδώ και 7 χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση και δεν βλέπουμε πώς θα βγούμε. Δεν βλέπουμε ποια θεραπεία μπορεί να βρεθεί σε αυτή την ασθένεια. Ένας λόγος ενδεχομένως είναι γιατί δεν έχουμε διαγνώσει τα αίτια της ασθένειας. Έχουν προταθεί πολλές εξηγήσεις, όμως οι εξηγήσεις αυτές ούτε πείθουν και κυρίως δεν έχουν δώσει λύση. Επομένως, πρέπει να ξαναδούμε το πλαίσιο και πρέπει κυρίως να διευρύνουμε το πλαίσιο. Ως τώρα, η οπτική ήταν κατά βάση οικονομική. Θεωρούσαμε ότι τα αίτια ήταν οικονομικά και η συζήτηση γινόταν από τους οικονομολόγους και μέσα από την επιστήμη τους. Συνειδητοποιούμε λίγο ότι υπάρχουν βαθύτερα αίτια, υπάρχουν αίτια πολιτικά, υπάρχουν αίτια γεωπολιτικά και βέβαια υπάρχουν και αίτια, θα έλεγα, πολιτισμικά που έχουν σχέση με την ιστορία μας. La Grèce a un passé que l'on connaît, qui est un passé difficile, un peuple qui a beaucoup souffert au cours du XXe siècle, notamment. Et donc la Grèce est un pays qui doit être abordé non seulement sous l'angle économique et financier, mais également sous l'angle culturel, institutionnel, sociologique, social. Le problème, si l'on voit la Grèce uniquement par l'angle économique et financier, c'est qu'on met l'accent surtout sur ce qui est budgétaire, donc la volonté d'avoir que les gouvernements grecs dégagent un excédent primaire, budgétaire primaire, mais aussi une vision qui est un peu une vision quantitative et une vision à court terme. Là où la situation grecque, qui rend nécessaire des réformes de fond, est une situation qui implique des réponses à plus long terme et des réponses dans la durée. Je crois que la Grèce nous oblige à penser ce que j'ai appelé moi la part orientale de notre histoire. Une histoire différente, l'Église orthodoxe, l'histoire byzantine, le rapport compliqué à l'Empire ottoman, et qu'en même temps, aujourd'hui, elle fonctionne, et c'est un autre besoin qui est satisfait, comme, et c'est difficile pour elle, comme la frontière orientale, ou plutôt la limite orientale de l'Union européenne, dans une construction toujours en expansion, qui a toujours refusé de se poser la question des limites. On reproche à l'Union européenne de ne pas avoir de politique extérieure, mais l'Union européenne n'a jamais décidé où commençait l'extérieur.
Et donc la Grèce est un peu la gardienne de cette frontière extérieure. C'est extrêmement compliqué, mais je fais partie de ceux qui pensent que toute communauté politique, surtout quand elle n'est pas naturelle, une communauté plurinationale, a besoin d'une limite entre le dedans et le dehors. Sinon, on ne sait pas qui on est. La Grèce, c'est le premier pays de la zone Schengen qui a été touché par la vague migratoire. C'est la Grèce qui a dû affronter cela en premier, et du coup toute l'Europe a dû repenser le système Schengen et la défense des frontières et que faire des migrants à travers le cas de la Grèce, qui était donc le cas emblématique, le cas par lequel toute l'Europe a reçu la vague migratoire. Donc je dirais la Grèce comme révélateur de crise européenne. Ça ne rend pas la tâche plus facile pour la solution, parce que cette crise, ça révèle des fractures. Pour la crise de l'euro, c'est la fracture nord-sud dans l'Europe, entre les pays du Nord qui veulent une politique d'austérité et les pays du Sud qui se sentent les plus durement touchés par les effets de la crise. Et dans la crise migratoire, la Grèce, elle est à la charnière d'une crise Est-Ouest. Est-ce que la crise grecque est une menace pour l'Europe? Je ne dirais pas qu'elle est une menace, mais qu'elle est encore un défi. Je pense que, contrairement à la situation en 2009-2010, il y a aujourd'hui une véritable conscience des problèmes qui se posent en Grèce, et donc un dialogue régulier entre le gouvernement grec et ses 28 partenaires pour arriver à essayer de régler ce problème. La véritable question, à mon avis, elle est finalement moins européenne aujourd'hui que grecque. Pour régler le problème, il faut faire face à beaucoup de sacrifices et donc à des réformes des politiques publiques qui amènent des coûts pour la société. Est-ce que le gouvernement grec est véritablement prêt à le faire? Αν υπάρχει μία οδός διεξόδου, θα έλεγα ότι περνάει από μια πολύ στενή συνεργασία μεταξύ του εθνικού και του ευρωπαϊκού, και μέσα από μια αναζήτηση αφενός εθνικής υπευθυνότητας, υπό την έννοια ότι εμείς έχουμε το βάρος να διορθώσουμε τις ανισορροπίες οικονομίας, τα διαρθρωτικά προβλήματα, και να καταστήσουμε την οικονομία μας ανταγωνιστική στο κοινό νόμισμα και στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και από την άλλη πλευρά η Ευρωζώνη έχει την ευθύνη να φτιάξει μια ζώνη κοινού νομίσματος που θα μπορεί να προχωρήσει σε στενότερη δημοσιονομική, τραπεζική, οικονομική και πολιτική ενοποίηση. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι καινοφανές ή επαναστατικό. Το προτείνουν οι εκθέσεις των 5 προέδρων των ευρωπαϊκών θεσμών, που θέτουν ένα σαφές, θα έλεγα, ένα σαφή οδικό χάρτη για το πώς ακριβώς πρέπει να βαδίσει η Ευρωζώνη, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, για να μπορεί να είναι μια πληρέστερη ένωση και μια πιο βιώσιμη ένωση, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ελληνική οικονομία πριν από την κρίση, η ύφεση ήταν αναπόφευκτη και μάλιστα σοβαρή ύφεση. Ήταν ανάγκη να ήταν τόσο βαριά? Η απάντηση είναι ότι όχι. Έγιναν διάφορα λάθη τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της πολιτικής. Από την άλλη μεριά, στα χρόνια του μνημονίμου έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, τόσο στο μακροοικονομικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Τα ευεργετικά αποτελέσματα από αυτές όλες τις μεταβολές θα φανούν όταν η ελληνική οικονομία αρχίσει να ανακάμπτει. Για να ανακάμψει η ελληνική οικονομία χρειάζονται δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι να διατηρήσουμε τη μακροοικονομική μας σταθερότητα. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τόσο έχει μεγάλη ανάγκη η ελληνική οικονομία ώστε να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της. Υπάρχουν διάφοροι τομείς όπου πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, σχεδόν σε όλους τους τομείς που μπορεί να έρθουν στο μυαλό μας. Οι δύο κυριότεροι τομείς είναι αναμφίβολα ο τομέας της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα σαν τέτοιο, και ο δεύτερος πολύ σημαντικός έχει να κάνει με την απελευθέρωση της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών. Even in Greek society, right now, there is no real consensus on what happened in Greece.
Why is Greece in a crisis anyway? There are some of the issues that we decided to delve deeper as an organization. There are two, I would say, parallel crises that were products of two of our studies. We did, grossly speaking, we did a very large demographic study that showcases that the Greek population is about to diminish drastically. Greece had reached a population of 11.1 million in 2011. It's dropped to 10.8 million because of the fact that many Greeks are leaving the country. We have done a series of scenarios and projections, and the average projection is that the population will drop below 9 million in 2050. And this will affect the economy, it will affect geopolitics, it will affect a series of issues that we have been working with, among others with Professor Prevelakis, on finding out how we could manage this in a proper way. And there is a second parallel crisis, solidarity, social cohesion, values, what we call social capital. Greece is last in all the trust indicators in the European Union. Trust towards the state, trust towards institutions, trust towards one another. And this is a real predictor of growth, and it's a real predictor of social cohesion. And we want to focus on these solutions. We want to focus on how to solve those long-term problems, because apart from the memoranda, there are other bigger existential problems that Greece has to manage. The Eneosis has also done significant work on how to bring growth. For instance, we did a study on assessing one of the most visible reforms of the previous governments. We stopped cabotage in the Greek cruise industry, for instance. And while we expected that the growth of the industry would actually increase, it dropped. We did a proper reform included in the package, and it didn't work. And it didn't work not because the reform was wrong, the reform was right, but the policy was a necessary but not a sufficient condition. This is what we found. Et ensuite, cette crise économique se complique. Elle a muté en crise politique. Nous sommes arrivés à une perte de crédibilité de l'ensemble du système politique grec. Et nous avons maintenant aussi des complications d'ordre géopolitique avec le problème des réfugiés. La Grèce a été transformée en une sorte de zone tampon entre l'Europe et ensuite l'instabilité du Moyen-Orient et de l'Afrique. La situation en Turquie influence beaucoup la Grèce. Mais ensuite, je dirais, il y a encore un autre aspect plus profond, plus fondamental. On n'arrive pas à résoudre la crise grecque. On n'arrive pas à la résoudre du point de vue grec, c'est-à-dire du point de vue grec, on ne voit pas qu'est-ce qu'on peut proposer. Le système politique, le gouvernement, ce qu'ils font, c'est tout simplement de gagner du temps, de repousser le problème un peu plus tard. Il n'y a pas de perspective de sortie de la crise. Bon, c'est pareil du côté de l'Europe. Moi, j'ai le sentiment qu'après plusieurs tentatives d'avancer qui ont échoué, c'est comme si l'Europe considérait que la Grèce et les Grecs ont un comportement irrationnel, incompréhensible. Donc on n'essaye plus à comprendre et tout simplement on essaye encore une fois de repousser le problème un peu plus tard et surtout de gérer cette situation de manière à diminuer la capacité de nuisance de la Grèce. J'ai fait partie des gens qui étaient un peu critiques sur la précipitation du gouvernement français en 1981 à faire entrer la Grèce dans l'Union européenne, alors qu'on a fait attendre les Espagnols et les Portugais 50 plus. Et là, l'argument du berceau de la démocratie a joué en plein pour le président Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, un jour, a dit « On ne peut pas faire attendre Platon ». Donc là, on est bien dans le berceau, non pas de la démocratie, mais de la philosophie. Là, nos amis grecs ont joué, évidemment, ont déployé tout le charme de nos racines philosophiques. Hein. Ils ont eu raison, d'ailleurs. Il y a une rente non seulement stratégique et historique de la Grèce, mais il y a aussi une rente philosophique. Et finalement, les conséquences, c'est que la Grèce, depuis l'adhésion, a une rente sans condition. Rente qui évidemment explose avec les fonds structurels. Mais une telle manne providentielle supposerait une double responsabilité, à la fois du bénéficiaire et du donateur, qui devrait imposer des règles. Or, il n'y a pas eu de règles. Il n'y a pas eu de règles, notamment de réforme
structurelles imposées au pays, des règles qui seraient vraiment, qui regarderaient quelle est la situation du pays, est-ce que des réformes structurelles sont importantes, et si oui, voilà le levier formidable des fonds structurels avec des montants tels qui permettraient justement de les faire. Il n'y en a pas eu. Pourquoi il n'y en a pas eu? Parce que les États membres n'ont pas souhaité que la Commission vienne mettre son nez dans les affaires, dans les comptes publics et dans les affaires nationales. Deep reforms are still needed in Greece. There's also a need for reforms to rebuild the social fabric. So reforms have to be thought about in a way that they are inclusive. Not all measures have to be inclusive, but a reform package has to be balanced and has to address also the cost, the huge social cost that the crisis has had in Greece. You can look at poverty rates that tripled. You can look just at unemployment rates that we are forecasting right now that they're going to fall, but they were still going to stay above 20% in our latest projections in 3 years. Yeah, so that's just the huge dimension of problems that Greece is today still facing, and that's why we're still saying that's a crisis. Even if we do all economic things right, there are political preconditions for the success. And the political preconditions for the success were quite evident throughout the Greek crisis. Greece was the country that got into a program under the worst possible conditions in comparison to all other countries, Ireland, Cyprus, Portugal. However, it was the only country that it was only the government that went to the corresponding troika asking for help. The political climate in Greece always was extremely tense. There were accusations about traitors, this and this and this and that. This is a clear manifestation of the low level of social capital, and this is something that is one of the most important hindering factors for the future. We need consultation processes. We need independent authorities that will be powerful. We need a calmer political climate. These are essential requirements for a successful growth rate in the future. Dans le fond, la crise grecque a amené l'Allemagne à jouer un rôle qui est un rôle beaucoup plus dominant que ce que vraisemblablement la majorité de sa population souhaite. Ça a affirmé le leadership. Alors, il y a une grande discussion. Est-ce qu'il faut parler de leadership ou simplement d'hégémonie? Et pourquoi est-ce que l'Allemagne, finalement, s'impose? Dans le fond, c'est parce que son modèle, c'est un modèle qui fonctionne assez bien chez elle. Et ça lui donne de la légitimité. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment la réussite chez vous, qui n'aboutit pas forcément, d'ailleurs, si vous exportez le modèle à la réussite chez les autres, mais finalement crée de la légitimité et peut imposer ensuite des effets de leadership au niveau européen, voire des effets d'autonomie. Lorsqu'on compare les cas grecs et turcs, les points communs à l'origine des deux crises, c'est que ce sont des crises d'endettement public extérieur issues du populisme. Donc on peut relier ça à l'héritage ottoman. Et je précise tout de suite dans quel sens j'utilise le terme de populisme. C'est au sens démagogique, c'est-à-dire qui consiste à promettre à la population un bien-être supérieur sans contrepartie, sans effort. Donc c'est une facilité politique. Alors, dans cette configuration, comment se comportent les électeurs? Les électeurs, ils font attention aux objectifs de croissance, plein emploi et la stabilité des prix, alors que l'objectif de l'équilibre extérieur leur paraît abstrait parce que, bon, ils ne comprennent pas tout à fait. Du moment qu'il n'y a pas de crise, ils ignorent complètement la contrainte extérieure. Ils vont même comparer les gouvernements différents sans tenir compte du contexte international. Oui, c'est le premier pays des Balkans dans l'Europe. Certainement qu'à Salonique, c'est au sommet, sous la présidence grecque, que l'engagement européen à accueillir les pays des Balkans dans l'Union européenne a été pris. Mais si on prend la situation aujourd'hui, à chaque fois que je participe à
à une réunion sur l'Europe et les Balkans et que je fais mon petit couplet habituel sur l'importance de maintenir la perspective de l'élargissement parce que c'est ça qui a permis d'apaiser les conflits après la guerre, etc. À chaque fois maintenant, ces dernières années, quand je termine cet argument, j'entends « mais regardez la Grèce ». Voilà un pays qui, après 15 ans dans l'Union européenne, grand bénéficiaire de fonds structurels, n'a ni cadastre, ni collecte d'impôts qui fonctionne, pas d'administration, etc. Et vous voulez faire rentrer 10 autres Grèces dans l'Union européenne. En gros, c'est ça l'argument. Donc la Grèce, avec sa crise interne et tout ce qu'elle a révélé récemment, est devenue le contre-argument pour l'élargissement vers les Balkans. If we keep on simply buying time, at some point there will be a point where we will have run out of time, and that would be a fatal moment, I believe, for probably humanity's greatest project after the war, which was to engineer this peaceful coexistence, voluntary coexistence, and pooling of sovereignties of so many different nations under a common European roof. And we see this kind of awakened European patriotism. We see it in the UK. People, for the first time, marching with a European flag in order to support the country's participation in the European Union. But we should not see the European project become the victim of history in order to be able to appreciate it. Η αρχική ιδέα πίσω από την ίδρυση της διανέωσης είχε να κάνει με το να μπορέσουμε να παραγάγουμε εκθέσεις με λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα της χώρας, σε συγκεκριμένα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτό το οποίο κάναμε σήμερα έχει να κάνει με το να αποκτήσουμε μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια σε σχέση με πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι γνωστά στο εξωτερικό. Σε μεγάλο βαθμό οι λύσεις οι οποίες εφαρμόζονται στη χώρα μας στο πλαίσιο των προγραμμάτων είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες σε έναν βαθμό έρχονται έτοιμες. Εμείς πρέπει αυτές τις λύσεις να τις χρησιμοποιήσουμε και να τις προσαρμόσουμε. Οι μεταρρυθμίσεις είναι συχνά σαν τις μεταμοσχεύσεις. Πρέπει να υπάρχει μια συμβατότητα δότη-δέκτη. Υπάρχει ένα αξιακό πλαίσιο στη χώρα μας που δεν είναι γνωστό. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν υπάρχουν στον ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο, ούτε καν στον ελληνικό, όπως το δημογραφικό. Και σε όλα αυτά προσπαθούμε αφενός να τα αναδείξουμε, αφετέρου να αναδείξουμε και τις λύσεις τους. Οπότε η απόψινή εκδήλωση, η μερίδα, είχε ως στόχο να μπορέσουμε να ακούσουμε ποιες είναι οι αντιλήψεις για την Ελλάδα και για τα ελληνικά προγράμματα διάσωσης από Γάλλους ακαδημαϊκούς, από Γάλλους διανοούμενους και ταυτόχρονα να μεταφέρουμε και εμείς έναν τρόπο σκέψης και κάποια δεδομένα. Και η αίσθησή μας είναι ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση.